Je pense que l'Europe a fait une prise de conscience, mais si elle veut réussir son ambition, il faut qu'elle puisse encourager l'innovation au bon niveau. Je pense qu'il faut qu'elle soit capable de ramener ou d'industrialiser sur les sujets les plus critiques. Il faut qu'elle soit capable de réduire ses risques aussi sur les matières premières. Je m'appelle Olivier Salah et je suis le vice-président d'Engie en charge de la recherche et de l'innovation. Alors nous travaillons sur le paysage technologique qui va nous permettre de remplir les ambitions d'Engie. Et l'ambition d'Engie, c'est d'être, en première ligne de la transition énergétique et donc de basculer vers un monde décarboné. On a émis suffisamment de gaz à effet de serre aujourd'hui pour que déjà à 2030, on ait un réchauffement de 1,5 degré. Donc on est sur une tendance extrêmement forte et au rythme actuel, on est plutôt sur un réchauffement à 2100 de plus de 3 degrés, 3 degrés, 3 degrés 5, 3,2, bon voilà. Et on sait qu'on est sur des amplitudes qui ne seront pas gérables. Donc oui, il faut agir sans attendre, il faut agir à l'échelle. Parce que l'urgence climatique ne nous permet pas d'attendre davantage. Et c'est possible. C'est important cette notion de possible parce que je pense qu'il y aura un grand danger en matière de changement climatique et de transition énergétique, c'est de passer de plusieurs années, voire de décennies de déni pour basculer dans des années et des décennies d'abattement. Je pense qu'aujourd'hui, on a un devoir d'optimisme parce que le devoir d'optimisme permet de passer à l'action et l'action, elle aura un impact. C'est l'objectif officiel de l'Europe, c'est d'être à zéro en termes d'empreinte carbone à l'horizon 2050. Ça veut dire que sur un continent comme l'Europe, il y a à peu près 30%, 50% de réduction de consommation d'énergie pour éviter de consommer de l'énergie qui ne sert à rien. Deuxième étape, il faut électrifier les activités humaines qui ne le sont pas encore et qui peuvent l'être. Alors si on fait cette électrification, c'est parce qu'on a des moyens d'électrifier, de fournir de l'électricité qui est décarbonée. Donc en particulier de l'électricité à partir de sources renouvelables. Ça c'est essentiel. Donc c'est ces deux mouvements-là, c'est l'évolution du mix énergétique vers des sources de production décarbonées et une augmentation de la part des activités humaines qui vont être alimentées par de l'électricité. Le troisième pilier, c'est les molécules bas carbone, ou décarbonées, ou renouvelables, vertes, c'est selon. Alors c'est quoi ces molécules? Elles seront soit d'origine, biologique, c'est-à-dire de la biomasse, des végétaux, des déchets agricoles ou alimentaires. Ça, c'est en gros la famille, on va dire, du biogaz, soit ce qui va être construit à partir d'hydrogène. Donc l'hydrogène est intéressant parce qu'on peut l'obtenir par électrolyse de l'eau grâce à l'électricité. Technologiquement, les solutions pour le faire, on les a, ça fonctionne très bien. L'hydrogène, c'est le même, vous n'avez rien à changer dans vos installations. Si on veut être en zéro, il faut que le CO2 il provienne soit d'une source biogénique, donc typiquement de la méthanisation. Dans la méthanisation, qu'est-ce qui se passe en fait? Si on prend la méthanisation de première génération, on met des bactéries en présence de biomasse humide, sans oxygène. Les bactéries, elles mangent naturellement la biomasse, et en mangeant la biomasse, elles dégagent du méthane, mais elles dégagent aussi du CO2. Donc c'est le cycle assez classique de la plante qui pourrit dans le sol. Et donc si on est capable d'avoir, parce qu'on monte en puissance sur l'utilisation de la biomasse, du biométhane, etc., du CO2 biogénique qui est capturé, ce CO2-là, si on le combine avec de l'hydrogène, effectivement, on peut considérer que s'il est issu d'une biomasse qui est cultivée de manière intelligente, etc., et durable, il a bien une empreinte carbone nulle. Après, l'autre moyen d'avoir du CO2 pour aller jusqu'au bout, qui permette une empreinte carbone nulle, c'est d'aller le capturer là où il est, c'est-à-dire dans l'air. Le CO2 a cette caractéristique-là de se propager finalement et d'être en concentration égale partout sur la planète. Il y a beaucoup d'investissements sur ces technologies-là qui sont en train de s'opérer. Ce n'est pas pour les 10 prochaines années, mais je pense qu'au-delà, il y aura des choses intéressantes qui vont sortir. Au niveau d'Engie, nous travaillons finalement sur la plupart des compartiments du jeu. Pourquoi? Parce qu'on est, avec la transition énergétique, sur un paysage technologique qui est finalement assez vaste. Il est plus vaste et plus compliqué que le paysage énergétique fossile. Et donc il va falloir combiner, il n'y a pas une solution technologique miraculeuse, il y a un ensemble de solutions qu'il va falloir combiner avec, selon les situations, des équilibres, des optimums qu'il va falloir trouver avec des systèmes locaux souvent et puis des systèmes plus globaux. On pense que la bonne approche c'est de chercher le maximum d'impact
et puis d'être tiré par cet objectif de décarbonation. Ça nécessite évidemment la mise en œuvre, ça on l'a bien compris, de toutes les énergies électriques renouvelables. Donc c'est notre premier objectif. Il y a des sujets effectivement donc, de stockage et de batterie sur lesquels on travaille bien sûr, parce que d'ores et déjà les besoins existent. Il y a des systèmes de management de l'énergie intelligents qui montent en puissance, qui sont très importants, justement pour trouver ces optimums entre les besoins des clients et la tension qu'on met sur les systèmes électriques en fonction des sources de production mobilisables à l'instant T. Voilà. On travaille sur toute la gamme des molécules décarbonées, donc le biométhane, première génération, deuxième génération, et puis l'hydrogène, bien sûr. Donc comment réduire le coût de production de l'hydrogène vert à partir des différentes technologies d'électrolyseurs. L'Europe a une ambition très forte, puisque c'est la neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc bon, c'est très bien qu'il y ait cette volonté politique-là. La question qui se pose, c'est la capacité réelle et industrielle. Donc je pense que la guerre en Ukraine a joué un rôle de révélateur des vulnérabilités européennes. Et quand on fait l'analyse finalement de toutes les matières, depuis les matières premières et puis la chaîne finalement de fabrication de ces équipements-là, tout ce qui est traitement de ces matières premières, la construction des modules intermédiaires ou des composants, la production des équipements finis, on s'aperçoit que dans bien des cas, finalement, ça ne se passe pas en Europe. Le cas du photovoltaïque est particulièrement marquant, mais enfin même sur des batteries, on voit bien que les matières premières qui sont critiques, comme le cobalt et même le lithium, c'est pas produit en Europe aujourd'hui. Je pense que l'Europe a fait une prise de conscience, mais si elle veut réussir son ambition, il faut qu'elle puisse encourager l'innovation au bon niveau. Je pense qu'il faut qu'elle soit capable de ramener ou d'industrialiser sur les sujets les plus critiques. Il faut qu'elle soit capable de réduire ses risques aussi sur les matières premières. Je pense que l'Europe a la capacité d'innovation, la capacité de recherche, etc. Je pense qu'elle est souvent trop lente finalement dans sa capacité à mettre en œuvre son ambition. Et il faut qu'elle passe à la vitesse supérieure pour réellement réindustrialiser sur les technologies clés pour réacquérir sa souveraineté. Ce qui me tient à cœur, ce que j'ai envie de dire, c'est que les futurs de l'énergie sont des futurs désirables. Et c'est important de porter cette conviction-là pour deux raisons. La première, c'est que c'est une invitation à passer à l'action sans attendre et sans réticence, parce que c'est possible. Et deuxièmement, parce que c'est désirable. Et pourquoi c'est important que ce soit désirable? Parce qu'il y a un certain nombre d'évolutions de comportement que l'on attend. Ça nécessite de créer de l'adhésion. Parce que dès lors qu'on est sur des mutations profondes, si on veut créer de l'adhésion, il faut qu'il y ait du désir. C'est mon rôle, la recherche et l'innovation chez Engie, c'est d'ouvrir des voies pour montrer que c'est possible et que c'est désirable. Voilà. Et c'est ça les conditions de réussite. Donc on a un devoir d'optimisme sur le sujet.